Bonjour à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc la Gazette des communes, magazine que vous connaissez sans doute, j'espère. Ce sont effectivement aussi des formations, plus de 300 formations agréées pour la formation des élus, disponibles sur mon compte élu et bien sûr certifiées Calliope comme il se doit. Alors, nous avons effectivement un certain nombre de rubriques que nous traitons à travers nos formations. Celle qui va nous intéresser ce matin est bien évidemment le management public, mais vous verrez à travers ce slide que nous avons effectivement beaucoup de sujets abordés et notamment une nouveauté sur la transition climatique avec de nombreuses problématiques qui se posent aux collectivités à travers la réglementation qui leur est désormais imposée en termes d'écologie. Alors, sur le sujet qui va nous intéresser ce matin, l'innovation managériale, nous avons notamment deux formations qui pourraient particulièrement vous intéresser. Donc, innovation managériale, comment engager ses équipes autrement, et puis une formation qui rencontre un franc succès sur cadre territorial et élu, comment mieux ou bien travailler ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ces formations sur notre site formations.lagazetteDescommunes.com. Donc nous sommes ce matin pour cette table ronde autour de l'innovation managériale et ça tombe bien dans le mois de l'innovation publique qui se fête cette année ses 10 ans. Avec Gwenaël Leblond-Masclet, donc qui est directeur général adjoint de Brest Métropole, mais qui est également enseignant et chercheur associé à Sciences Po, Rennes. Et c'est lui qui va animer cette table ronde, entouré pour cela de différents représentants de la chaire Optima, de la AFT, en les personnes de Stéphanie Bory, donc qui est adjointe à la DGS de Val-de-Garonne Agglomération et qui est administratrice territoriale. David Carassus, qui est Optima et qui dépend de l'IAE de Pau. Christophe Favoreux, qui est Optima et enseignant à TBS Éducation. Et enfin, Nicolas Sénéchaud, qui est DGS du SMICVAL et qui est délégué régional AATF en Nouvelle-Aquitaine. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions grâce aux petits points d'interrogation que vous devez avoir sur votre écran et je leur relayerai en fin d'intervention. Voilà, mesdames, messieurs, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci Laurence, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la question qu'on avait envie d'ouvrir aujourd'hui pour cette table ronde, c'était celle du regard dans le rétroviseur, en quelque sorte, après 10 ans d'innovation managériale. Où en est-on? Qu'est-ce que ces nouvelles pratiques, ces nouvelles démarches ont amené en termes de management public dans les collectivités locales? Merci à toutes et à tous, Nicolas, David, Stéphanie, Christophe, de vous joindre à nous pour cette table ronde, travailler en lien avec l'Association des administrateurs territoriaux de France et puis avec le GIS Optima. Peut-être avant de vous interroger et de vous laisser la parole, se donner quelques éléments de repère succincts sur le sujet. Pour ce faire, je me suis replongé dans la Gazette des communes du 10 décembre 2013, presque jour pour jour, il y a 10 ans. Et à l'époque, la Gazette des communes, dans le cadre des entretiens territoriaux de Strasbourg, titrait sur ce sujet l'innovation comme solution pour les agents et les territoires. Comment s'affranchir de règles et de normes pour aller vers plus de créativité, soutenait à l'époque la Gazette des communes, qui percevait l'innovation managériale à la fois comme un impératif mais comme un risque. Et à l'époque, c'était votre collègue David et Christophe Philippe Durance, professeur de gestion, qui s'exprimait en disant innover devient un impératif social global. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout est à réinventer. Alors, derrière ça, tout un tas de termes, laboratoire, co-développement, design, analyse de l'échec, agilité, prototype. Concrètement, derrière tout ça, de quoi est-ce que on parle quand on parle d'innovation? Et peut-être, Laurent, si on peut passer rapidement à la slide d'après,
Finalement, quand on parle d'innovation, on parle sans doute d'un concept protéiforme qui à la fois décline des processus de transformation de l'action publique en les situant dans le champ managérial, c'est ce que j'ai pu appeler l'ère des COCO, co-développement, co-élaboration, co-construction, etc., etc. Mais c'est aussi le recours à des techniques de créativité qui étaient peut-être traditionnellement plutôt réservées aux industries créatives et que le management public territorial s'est approprié, qu'il s'agisse de design, de creative problem solving, par exemple. C'est aussi, derrière l'innovation managériale, des tentatives de recomposer les modes de fonctionnement collectif autour d'un nouveau rapport au travail, autour notamment de la notion de bien-être au travail. On a vu émerger les problématiques de qualité de vie au travail, QVT, d'intelligence collective. On a vu émerger, y compris dans le secteur public, des fonctions de happiness manager, quelque sorte manager du bonheur. Et puis, l'innovation managériale, c'est aussi l'inscription de l'organisation publique dans le champ à la fois de la transformation digitale, ce qu'on a pu appeler à une certaine époque cette intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans nos dispositifs d'action publique. Et ça inscrit en quelque sorte les collectivités dans l'économie de la connaissance. Tout ça dans une tentative de repenser des structures hiérarchiques. Et en ce sens, l'innovation managériale s'inscrit aussi dans une longue tradition de réflexion sur la manière de faire évoluer des organisations bureaucratiques traditionnellement verticalisées. Qu'on pense par exemple aux réflexions qui avaient pu se mener dans les années 1980 sur les notions de sociocratie. Alors, si on essaye de donner une définition, laissons-la à David Autissier et Jean-Michel Moutot, qui, dans Question de management en 2016, tentaient de décrire l'innovation managériale de cette manière. L'innovation managériale vise à créer de nouvelles modalités de coopération entre les personnes, de telle manière que les finalités soient réalisées de manière efficace et efficiente, en prenant en compte les évolutions sociétale. Assumons donc que l'innovation managériale soit d'abord une boîte à outils, Laurence, pour répondre aux enjeux du management, particulièrement utile dans une situation de gestion de crise. Et puisque je crois elle nous écoute ce matin, faisons l'honneur à Doriane Huard, vice-présidente de l'AATF, de rapporter ses paroles qui avaient été les siennes lorsqu'on a fait le retexte de la crise Covid. Doriane disant, on a vu pendant la crise Covid le retour sur investissement de 10 ans d'efforts des collectivités pour sortir des cadres hiérarchiques classiques et les orienter vers des résultats plus que vers des processus. Quels sont les effets concrets de long terme sur la structuration de nos organisations? Est-ce qu'il y a finalement, 10 ans après, un effet de mode ou une injonction paradoxale du manager à innover? C'est les questions qu'on voudrait ouvrir avec vous ce matin, Stéphanie, David, Nicolas et Christophe. Peut-être première question pour rentrer dans le vif du sujet et peut-être faisons-le par l'exemple. Concrètement, l'innovation managériale, ce sont d'abord et avant tout de belles aventures qui remettent l'humain au centre du pilotage de nos collectivités. La première question que j'aurais eu envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez nous raconter ces belles aventures de votre point de vue de manager, de chercheur en management public? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, étonné dans ces 10 ans d'innovation et qui, en quelque sorte, a transformé votre rapport vous-même au management ou au pilotage des collectivités? Peut-être pour ce faire, on passe cette première question d'abord à Stéphanie. Stéphanie, vous êtes adjointe de la DGS à Val-de-Garonne Agglomération, une agglomération de 43 communes, 60 000 habitants dans l'ouest du Lot et Garonne, avec Marmande comme commune principale. Et finalement, ce que l'on lit derrière la dynamique qui est celle de votre collectivité en matière d'innovation managériale, c'est aussi que peut-être est-ce que si à un moment on avait imaginé que ces dispositifs soient réservés à des très grosses collectivités, aujourd'hui l'innovation managériale a très largement innervé
toutes les strates des collectivités locales. Tout à fait. Donc, pour nous, le point de départ, c'est le projet de mandat de la nouvelle équipe installée en 2020, qui a souhaité donc marquer une phase de rupture en entrant réellement dans les transitions, voilà, qu'il s'agisse de la transition écologique, des transitions sociétales et du développement de l'attractivité. Et donc, la nouvelle équipe installée a souhaité mettre en place un audit organisationnel pour travailler sur notre organisation qui était, comme dans un certain nombre d'intercommunalités, un organigramme qui avait grandi au fur et à mesure des prises de compétences de l'agglomération. Et donc, nous avons pris le temps de nous poser élus, techniciens, mais aussi représentants du personnel pour concevoir un nouvel organigramme qui, effectivement, s'est inspiré de ce que pouvait mettre en place des grandes collectivités, puisque notre nouvelle organisation s'est traduite par un resserrement des chaînes hiérarchiques avec la suppression carrément d'une strate qui est celle des directeurs généraux adjoints, à laquelle s'est substituée donc celle de directeurs généraux délégués. Et donc ces directeurs généraux délégués portent en fait les thématiques des 3 piliers de mandat et des axes de transformation avec une autorité sur l'ensemble des effectifs de la collectivité. Donc c'est principalement donc ce fait-là qui est la nouveauté de notre organisation aujourd'hui mise en place depuis 2021 et qui donc a refondu complètement la chaîne managériale au sein de la collectivité et qui a nécessité un accompagnement très fort. C'est là où l'innovation, c'est pas quelque chose qui est spontané et qui est isolé, mais c'est une vraie dynamique collective et qui nécessite un accompagnement structuré. Et donc, un plan d'accompagnement managérial accompagne donc l'évolution de nos équipes, puisque nous avions deux principes en fer de lance qui sont la responsabilisation et la coopération, puisque s'engager dans les transitions ne peut se faire qu'au sein d'un collectif soudé. Alors, c'est pas forcément que les équipes n'étaient pas soudées avant ces démarches-là, mais en tout cas, elles fonctionnaient avec, je dirais, peut-être un fonctionnement un petit peu plus en silo, et beaucoup moins de transversalité dans la conduite des projets tels qu'ils le nécessitent aujourd'hui. Et donc ça, je dirais, c'est le premier pas. Et l'innovation s'est aussi traduite à travers la mise en œuvre des trajectoires du projet de mandat, puisque là aussi, comme un certain nombre de collectivités, nous avons mis en place des labs pour associer au-delà, je dirais, de l'équipe de direction qui est plus proche du projet pour le mettre en œuvre, d'autres équipes, d'autres agents, et ça nous a permis d'aller associer à des projets, par exemple la captation carbone ou la mise en place d'un budget vert avec des actions concrètes et qui associent aussi bien des responsables administratifs de terrain que la direction générale et qui commence aujourd'hui à donner des résultats. Peut-être Stéphanie, juste prolonger la question avant d'interroger vos partenaires. Peut-être l'une des questions que se posent nos auditeurs aujourd'hui, c'est finalement la crainte de dispositifs complexes et qui coûtent cher. Est-ce que concrètement, déployer dans une interco comme la vôtre, 60 000 habitants, 43 communes, est-ce que réellement c'est coûteux, c'est dispendieux un dispositif tel que vous l'avez mis en place? J'ai pas compris toute la question, le son n'est pas parvenu jusqu'à moi. Donc non, j'interrogeais sur la question de l'économie de moyens de ce type de dispositif. Finalement, la crainte peut-être de celle de collectivités comme la vôtre, c'est de se dire mince, un dispositif comme ça va être complexe, ça va coûter cher. Nous avons mobilisé l'ingénierie interne. Et effectivement, les élus pouvaient peut-être craindre à un moment donné un surcoût, mais la condition de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation était la maîtrise de la masse salariale
et la mise en dynamique, la recherche des talents en interne, puisqu'on a des talents, et le contexte d'innovation managériale, où l'enjeu en tout cas a été de permettre à chacun d'exprimer sa capacité ou sa volonté de faire, et ça n'a pas généré de surcoût. En fait, faire autrement n'est pas forcément plus cher, mais ça demande peut-être de créer des conditions pour justement éveiller la curiosité, permettre le droit à l'erreur et donner un cadre de travail favorable à la créativité et à la construction de nouvelles réponses, puisque l'enjeu, il est là. Au-delà de l'injonction de s'engager dans la transition écologique, dans les transitions sociétales et d'engager, en tout cas, nous, on a un enjeu sur l'ouverture citoyenne. Ces démarches-là, elles nécessitent de l'ingénierie de formation, de l'accompagnement, mais ce qui compte, c'est de transformer en interne et pas l'import ou l'implant d'éléments extérieurs qui vont venir simplement ponctuellement accompagner les équipes. Ok, merci, merci Stéphanie. Alors, Nicolas, de votre côté, vous êtes le directeur général des services du SMICVAL. Le SMICVAL, c'est un syndicat de collecte et de valorisation des déchets dans le Libournais et la Haute-Gironde, un territoire de 210 000 habitants, 138 communes, 250 agents à peu près. Et donc, à la fois, ces questions de transition, de transformation de l'action publique qu'évoquait Stéphanie, elles sont au cœur d'un métier comme le vôtre. Et à la fois, ce qui ressortait quand on a préparé cet échange, c'est la dimension très profondément humaine des dispositifs. Ah. Gwenaël a été coupé, Nicolas, mais je pense que tu peux. Ouais. Tu peux Bon, répondre écoutez, oui, je vais. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors c'est vrai qu'on est un établissement public assez atypique, comme Gwenaël l'a dit, très industriel sur le papier. Hein. Vous imaginez des usines, de la logistique, des camions, des agents, etc. On collecte, on traite, on recycle à peu près l'équivalent de la Tour Eiffel, le poids de la Tour Eiffel de déchets et de ressources tous les mois. Et pour autant, en fait, on a été obligé, effectivement, on a été amené, il y a maintenant 6 ans, à transformer profondément notre façon, nos pratiques et nos postures de management. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que s'installait une nouvelle stratégie politique, et le projet politique n'était plus du tout un projet industriel. C'était un projet de réduction des déchets, de sobriété. Et vous imaginez que face à un sujet de sobriété, en fait, les enjeux, les compétences, vous imaginez que le SMICVAL, c'est 90%, ce sont des ingénieurs. Et bien, en fait, il y a 5-6 ans, quand on vous demande de passer d'une vision industrielle, techniciste, à une vision de sobriété, vous n'avez même plus les mêmes compétences, plus les mêmes besoins en termes de pratique et de vision. Et puis, la deuxième finalité qu'on recherchait, qu'on a dans cette transformation managériale, c'était améliorer la performance au quotidien de l'action publique, et on avait l'impression de crouler sous la technocratie, la bureaucratie, enfin on le vit tous les jours. Et donc on a eu cette réaction, et il y a 6 ans, on a lancé une profonde transformation managériale qu'on peut assez illustrer, en tout cas on expérimente avec ses bienfaits et aussi ses grandes difficultés, une organisation que moi j'appelle libérante. J'aime pas le mot libéré pour plein de raisons, plutôt libérante, et qui d'ailleurs ça se rapproche avec Stéphanie, il y a des valeurs ou des termes qu'on peut retrouver dans l'expérience du SMICVAL. Nous, c'est simple, notre devise, c'est l'autonomie, la confiance et la responsabilité. Et derrière la responsabilité, il y a la redevabilité. Hein. Je précise bien parce que c'est quelque chose qu'on a ajouté en fait dans le fond assez récemment. Voilà, confiance, autonomie, responsabilité. Alors quand vous travaillez au SMICVAL, c'est quoi, si je l'illustre précisément? C'est-à-dire que l'intégralité des pratiques et des postures ont été bouleversées par cette transformation qui dure depuis, qui a été amorcée il y a à peu près 5-6 ans. Et c'est quoi? C'est aujourd'hui, par exemple, un flex office pratiquement à 100%. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on n'a plus de bureaux, mais on a plein de bureaux.
parce qu'on a des activités très différentes. On est pratiquement 100% digitalisé numérique, c'est-à-dire qu'on est nomade, pratiquement l'intégralité des agents sont nomades en termes d'information et de transmission d'informations. Évidemment, nous avions mis en place le télétravail dès le début sans règles officielles, que des règles officieuses discutées par groupe, un par un. Donc aujourd'hui, vous avez à l'intérieur du SMICVAL des gens qui télétravaillent à 100%, d'autres qui ne travaillent pas. On a depuis maintenant plusieurs années, on travaille sur la notion de rôle et plus de fiches de poste. Donc, on a abandonné les fiches de poste pour se concentrer sur le rôle précis attendu dans l'organisation. Évidemment, Stéphanie l'a expliqué par effet assez rapide, il y a eu un aplatissement dans l'organigramme, plus de contrôle des horaires, plus de contrôle des absences, vraiment un enjeu très fort de supprimer le mode commande-contrôle, la vertu de l'échec, bien entendu. Et puis, tout ça, c'est des pratiques, c'est des outils, vous l'imaginez bien au quotidien, mais c'est aussi un très gros travail sur les postures. Évidemment, fini les places réservées, fini les discours fleuves, fini les fonctions qui font l'autorité. Bon, bref, une stratégie de création d'un écosystème qui redonne le pouvoir d'agir à chacun dans un cadre très précis. Ce cadre, c'est l'autonomie, la confiance, la responsabilité, avec un cadre politique très fort. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs le nouveau rôle des managers, d'être sans arrêt à laisser ses collègues travailler sur le terrain de foot, choisir sa stratégie, choisir l'organisation, choisir à quel moment il va falloir faire telle combinaison, pour autant rappeler les doctrines, les stratégies, les valeurs, rappeler le cadre. Donc en fait, chaque manager a un rôle assez précis de définir, de rappeler le cadre du SMICVAL. Ça peut être le cadre le contrat social, rappeler le cadre, la stratégie économique, etc., etc., mais de laisser un maximum de liberté à chacun dans les règles d'art de chaque métier, de s'exprimer et de prendre ses responsabilités. Quelques pratiques pour l'illustrer également. C'est celui qui sait qui fait au SMICVAL. Ça veut dire que c'est une délégation complète de signatures qui permet en fait que la personne qui a une décision à prendre, qu'on situe à n'importe quel niveau de l'organisation, puisse effectivement avoir un pouvoir maximal pour être dans l'action. Une stratégie d'enlever les cailloux dans la chaussure, vous l'aurez compris, hein, de limiter donc du coup la dimension technocratique, bureaucratique. Et puis, et ça se traduit évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, par nous travaillons un peu quand nous souhaitons, où nous voulons et de la façon dont on le souhaite, mais dans un cadre très précis qui est le cadre de notre doctrine économique, enfin bon, je ne vais pas me répéter, mais doctrine économique, doctrine stratégique, contrat social, etc., etc. Donc, vous voyez à la fois une grande liberté dans un cadre quand même relativement construit. C'est maintenant une organisation qui vit de cette façon depuis à peu près 6 ans. Du coup, on n'a pas vu passer le Covid, parce qu'en fait, on était déjà dans une très grande agilité et en plus, on ne s'est pas arrêté de travailler. Donc en fait, on était… voilà. Pour autant, effectivement, on en reparlera peut-être, il y a des difficultés à ce type d'organisation. En tout cas, les résultats aujourd'hui, c'est qu'on a une organisation qui s'adapte très fortement au changement. Ça, c'est une réalité. Qui montre un très fort engagement sur le projet politique et qui fait preuve d'une grande créativité à tous les niveaux. Pour autant, effectivement, on peut identifier un certain nombre de difficultés. On a l'impression aujourd'hui de recruter des profils un peu identiques, très à l'aise dans cette dynamique et dans cette autonomie, dans cette agilité, ce qui n'est pas effectivement le vrai de tous nos collègues. Voilà. Mais voilà, je vous ai à peu près fait illustrer ce qu'était notre transformation managériale, et je précise bien c'est la nôtre, hein. Elle a été construite sur le long terme,
elle était construite sur des bases particulières de confiance et que elle est évidemment pas reproductible en l'état. C'est un long processus entre les 300 personnes qui travaillent au quotidien au SMICVAL. Voilà. Et c'est une belle aventure pour répondre quand même à la question. Très belle aventure, belle histoire. Ah. On n'a pas ton micro, Gwenaël. Ah, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux. Super, merci, merci David. Alors je disais, avant de passer à la question suivante, Christophe, David, moi j'aurais voulu vous interroger sur votre regard de chercheur sur ce que nous ont présenté Stéphanie et Nicolas. On lit derrière leur récit à la fois des points communs avec les dispositifs managériaux qu'on a connus depuis 40 ans ou 50 ans dans l'action publique. On a entendu les termes de performance, d'efficacité, de technostructure. En même temps, on voit des nouveaux termes apparaître, le terme d'écosystème, le terme d'agilité. Qu'est-ce qui, de votre regard de chercheur, vous qui, au sein du GIS Optima, on rappelle, Optima, c'est aujourd'hui 17 universités, 70 chercheurs, 50 doctorants, qu'est-ce qui vous marque dans cette dimension structurante de l'innovation managériale aujourd'hui dans les collectivités, à minima dans les récits qui sont les nôtres, et peut-être aussi dans les effets un peu transformants de nos organisations? Christophe, tu veux y aller? J'y vais? Moi, comme tu veux, je peux y aller. Il y a tellement de choses à dire. Alors, je vais essayer de faire rapide. Tellement de choses à dire. D'abord, en termes de phase, on est passé dans les années 90 d'innovation qui était plutôt au niveau stratégique. Il y avait les démarches qualité. Après, on est passé à de l'innovation plutôt NPM, c'était par les outils. Si on peut faire un petit historique comme ça, où c'était assez descendant et l'humain n'était pas très présent. On était une approche par outil. Et le projet n'était pas derrière. On ne pensait pas tellement aux besoins, aux finalités, et on était sur les indicateurs de performance et tableaux de bord qui étaient très intéressants. Il en fallait. Mais ce qui a changé depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est qu'on est dans des innovations. Alors, nous, avec David, on a travaillé sur un peu, votre question, c'est un peu les déterminants et le facteur humain. On a travaillé sur les innovations. Déjà, les déterminants changent selon les types d'innovations. Vous avez des innovations de services, techno, et dans les innovations managériales, vous avez une très grande famille d'innovations, de structures. Vous en avez parlé, d'organisation, mais aussi d'outils. L'humain, il s'est réaffirmé à deux niveaux. Je vais faire rapide. D'une part, parce qu'avec David, on a beaucoup travaillé là-dessus. On se rend compte qu'on avait travaillé sur les déterminants externes et internes aux institutions propres au territoire et puis internes aux organisations. Le leadership politique et administratif, c'est extrêmement important. Le facteur humain, il était déjà. C'est-à-dire qu'il y a deux types de leadership qui vont compter dans la mise en place de ces outils, de ces démarches. L'un étant un leadership de légitimation, l'autre d'accompagnement méthodologique. Et donc, l'humain a toujours été important, même s'il n'y était pas. Voilà. Ce qui change aujourd'hui, c'est que, et nous on travaille ce type d'innovation, vous avez parlé d'écosystème, de plus en plus on réfléchit en termes de co-conception, de co-création de l'action et de la valeur publique. Et donc on remet l'humain, alors l'humain en interne à l'institution, mais aussi l'usager dans la production, dans la définition de services publics. Et donc là, il revient de plus en plus, on se rend compte de la place fondamentale. Moi-même, et je travaille sur les laboratoires d'innovation publique, l'acteur ou la dimension humaine est fondamentale, à la fois pour implémenter et pour co-construire. Donc, ces éléments-là sont relativement importants et l'ensemble des articles qu'on avait fait avec David a montré cette dimension fondamentale, à la fois dans l'accompagnement, mais aussi dans la conception de l'action publique. David, je peux… Oui, pour compléter, juste essayer dans le sens d'aller de Christophe, c'est que le facteur humain, on le voit, c'est vrai que quand on parle d'innovation managériale, on peut avoir un prisme d'analyse qui est très techno ou très technique en tout cas. Ce facteur d'analyse est présent, mais on s'aperçoit que dans les principales analyses qui expliquent pourquoi une collectivité innove ou pas, on pourrait avoir plein de déterminants en tête, notamment des pressions politiques, voire des pressions financières ou fiscales. Et en fait, on s'aperçoit que ces facteurs dits exogènes sont peu présents et que le facteur principal, ça reste le leadership. Alors, ce leadership, il met l'humain finalement au cœur de l'innovation et de sa réussite. Ça a des éléments positifs, mais aussi des éléments négatifs. C'est ce que finalement j'identifiais avec les propos là, de Stéphanie et Nicolas, c'est que finalement, les facteurs positifs, c'est qu'à partir du moment où on a un leader, politique ou administratif, l'innovation a des chances d'exister. Par contre, ce que je ne voudrais pas qu'on croie, c'est que les interventions de Stéphanie ou Nicolas représentent la moyenne des collectivités. Ce n'est pas vrai.
c'est que dans la moyenne des collectivités, on a des processus d'innovation qui sont très faibles, en fait. Pourquoi? Parce que, malheureusement, les leaders que représentent ici, au cas présent, Stéphanie et Nicolas, sont malheureusement, ou Gwenaël sur d'autres collectivités, mais sont malheureusement peu présents. Et donc, à partir du moment où l'humain est important, si l'humain n'est pas présent, l'innovation n'existe pas. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est que quand on parle d'humain, on parle de qui? Et malheureusement, on s'aperçoit que dans la détermination des facteurs d'innovation des collectivités, on peut avoir un leadership politique et administratif, mais en fait, malheureusement, on s'aperçoit aussi que l'humain, au sens élargi du terme, est assez peu présent, au-delà du fait qu'il y ait un super DGS ou un super élu qui soit à l'initiative d'une évolution dans les pratiques organisation de la collectivité, on s'aperçoit que ces formes de leadership sont malgré tout trop centralisées et que les autres humains, si je parle très large, hein, c'est-à-dire les agents, les élus ou les citoyens, ne sont pas présents finalement dans ces formes d'innovation. Et donc ça laisse des perspectives hein, sur des processus d'innovation qui sont beaucoup plus ouverts, où demain on a besoin de tous les humains finalement des collectivités, pas simplement le DG ou les DGA ou l'élu, le président-maire, mais on a aussi besoin de tous les agents, des citoyens, parce que les facteurs d'innovation, enfin les processus d'innovation viennent aussi du bas ou d'en haut, et on doit organiser ces éléments un peu par itération pour que la collectivité soit beaucoup plus riche finalement de capacités créatives sur l'innovation. Merci, merci David, merci Christophe. Alors, ça nous amène à la deuxième question que j'avais envie de vous poser, mais sur laquelle, en quelque sorte, David, Christophe, vous avez déjà apporté quelques éléments de réponse. C'est qu'on sent que cette maturité des collectivités, y compris avec 10 ans d'expérience, elle reste en quelque sorte un peu en devenir, que la culture de la créativité n'est pas encore quelque chose de complètement ancré, qui ne va pas nécessairement de soi. Vous-même, vous êtes relativement critique, tu l'as dit, David, Christophe, et vous venez nous stimuler justement sur cette capacité à progresser. Dans un article que vous avez publié récemment, vous parlez par exemple d'une faible appropriation technocratique que vous qualifiez de superficielle, une sursollicitation de la perspective instrumentale. Concrètement, c'est quoi les écueils ou les difficultés rencontrées par les collectivités locales pour réussir à dépasser en quelque sorte cette dimension, j'allais dire, très classique de nos bureaucraties et de s'ouvrir à des dispositifs qui soient des dispositifs peut-être plus démocratiques, puisque David, tu appelais une approche, j'allais dire, presque upside down de la manière de s'approprier la créativité. Peut-être pour continuer, tu fais là écho à une étude qu'on a menée avec Christophe sur l'innovation managériale et les 40 dernières années, puisqu'on fait partie d'un comité scientifique d'une revue qui s'appelle Politique et Management Public, qui est une revue universitaire, mais qui peut intéresser aussi les praticiens, qui viennent fêter 40 ans. Et donc, on a essayé de dresser un bilan des 40 dernières années, et c'est en matière d'innovation managériale, et c'est ce qu'on a à peu près montré, c'est-à-dire en s'appuyant sur des travaux, certains auteurs disent qu'il y a plusieurs, finalement, niveaux d'appropriation. Quand on regarde les innovations managériales en collectivité, on s'aperçoit que les contributions des innovations ont été plutôt sur des facteurs techniques, symboliques et culturels, c'est-à-dire qu'en fait, les innovations qui ont été engagées ont permis de faire avancer le comportement des acteurs, la façon d'appréhender ce qu'est le management, la connaissance des processus, des outils managériaux, mais finalement, c'est en cela que c'est resté un niveau superficiel, puisqu'il y a des niveaux d'appropriation qui sont dégagés par ces auteurs qui doivent être beaucoup plus profonds et sur lesquels, malheureusement, on n'est pas encore aujourd'hui, encore une fois, de manière moyenne, puisque dans certaines collectivités qui représentent certains îlots, on y est, mais de manière moyenne, on n'y est pas. Et on n'y est pas sur quoi? On est sur ce que les auteurs appellent des perspectives plutôt sociopolitiques ou des perspectives cognitives, c'est-à-dire que finalement, ces innovations managériales vont nous permettre de modifier la relation entre les acteurs. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le cas, puisque ces innovations managériales sont principalement en main des cadres territoriaux et encore une fois, pas des agents, pas des élus, pas des citoyens. Donc, cette perspective
de modification des rapports entre les acteurs n'est pas atteinte de notre point de vue, donc ça laisse dégager des évolutions potentielles. Hein. Et la perspective cognitive non plus n'est pas atteinte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a malheureusement, me semble-t-il, un découplage relativement fort entre les innovations qu'on peut mettre en place et toutes les structures de décision, d'information de la collectivité. Encore une fois, je parle des collectivités moyennes. On a souvent des capacités à innover fortes, en particulier avec des labs quelquefois, hein, mais ces innovations ne modifient pas les routines, ne modifient pas les habitudes, les comportements profonds, les façons de décider, les façons de communiquer entre les acteurs. Et c'est sur ça, finalement, qu'il y a des perspectives importantes pour que, finalement, on apprenne à mieux changer. Et c'est un peu ce que je notais en vous écoutant tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a, sur ces dernières années, beaucoup innové, au-delà de, encore une fois, de ces îlots d'innovation, mais dans la majorité des collectivités, on fait un peu de bricolage, c'est-à-dire qu'on essaie d'innover en ne prenant pas conscience finalement que l'innovation managériale est une science. Malheureusement, c'est vrai qu'on parlerait de l'innovation scientifique, on parlerait par exemple des lasers, de la chimie ou de la santé, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'innover de manière bricolée, c'est pas possible. Par contre, en management, on s'autorise à penser que finalement, on peut innover sans forcément de processus, sans forcément de méthodologie, d'accompagnement. Or, tout ça, c'est aussi de la science. Donc, les écueils à éviter, c'est justement penser qu'on peut passer d'un point A à un point B qui constitue une innovation par un processus qui est auto-généré. Pas du tout. Ça doit s'accompagner, ça doit se préparer, ça doit s'évaluer. Et tous ces éléments-là, encore une fois, somme toute, sont pas, de mon point de vue aujourd'hui, bien gérés, sauf dans certaines collectivités très innovantes. Oui, je peux ajouter, enfin, par rapport aux travaux qu'on fait actuellement sur les structures d'innovation, les dispositifs d'innovation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de barrières, mais qui sont vraies dans le privé aussi. Il y a des barrières structurelles dans le public qui ne poussent pas à innover, des barrières culturelles, donc des barrières organisationnelles. Donc, créer des lieux justement qui favorisent l'innovation, qui favorisent la créativité, ça peut être une solution et on a étudié ça. Sauf qu'il y a un certain nombre de freins. Alors, c'est un des moyens justement d'associer les différents niveaux hein, et pas que effectivement le leadership. Hein. Sauf que une des problématiques que l'on a vues, c'est que notamment dans ces labs, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ce sont des espaces de créativité et de liberté aussi hein, pour ceux qui sont. Mais quand ils reviennent dans leur structure d'appartenance, c'est très compliqué de diffuser l'information. On retrouve en fait l'ensemble des barrières ou des rigidités qui augmentent, hein, qui sont toujours là. Et donc ça, c'est d'une complexité qui est forte. Une des barrières aussi, c'est que pour innover, bah, il faut un certain nombre de connaissances, de techniques. Et donc il y a un apprentissage hein, qui est important. Dans ces labs, hein, c'est le cas, mais en dehors, tout le monde n'a pas les clés. Et souvent, d'ailleurs, ceux qui reviennent dans leur service direction d'appartenance sont assez mal perçus, où on ne voit pas trop ce qu'ils font là-bas. Voilà. C'est aussi dur pour eux parce que c'est du temps qu'ils prennent en dehors de leur activité concrète, classique. Et donc, ce n'est pas dans les fiches de poste. Donc ça, c'est une barrière aussi, hein, si vous voulez. Et puis, dernier frein, enfin, voilà, donc tout ça sont des freins. Et donc, ces structures sont très intéressantes, sauf qu'elles modifient ceux qui sont dedans et pas ceux qui sont dehors. Et donc, ça, c'est assez complexe. Dernier point, pour les facteurs de blocage ou les échecs, c'est aussi lié au fait que on parlait il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait un diagnostic aussi. Des innovations, il y en a énormément, des innovations managériales. Donc, ce n'est pas les mêmes facteurs clés de succès, ce n'est pas les mêmes finalités. Et on a souvent une approche mécanique sans faire un diagnostic de besoin. Donc, on va coller des innovations et on innove pour innover. Et l'incantation à l'innovation, elle est parfois aussi dure. Hein. L'innovation, c'est de la rupture, c'est de la déstabilisation. Pour une organisation, ce n'est pas toujours positif, hein, indirectement. Mais donc, je pense que souvent, on a eu un prisme outil-méthode et sans réfléchir sur les besoins, sans diagnostiquer. Donc, on a calqué des méthodes qui ne correspondaient pas ou qui n'avaient pas d'utilité. Et donc, la finalité perçue n'était pas par les différents niveaux et donc, c'était rejeté, mais à juste titre. Donc, il y a ce travail aussi hein, qui vient de ceux qui accompagnent le changement, de bien faire les diagnostics et de bien utiliser les outils hein, ou les méthodes qui sont adaptées. Donc, il y a un certain nombre de facteurs hein, de blocage propres à l'organisation, mais aussi propres à ceux qui essayent de diffuser l'innovation. Merci Christophe et David. Peut-être Nicolas, Stéphanie, vous faire réagir sur le propos qui vient de nous être livré par nos deux collègues universitaires. Et puis comme le temps passe, j'en profite peut-être pour fusionner cette question avec la question suivante, qui est celle de comment faire évoluer les dispositifs, de
dans la manière dont vous avez vécu les choses dans vos collectivités et peut-être aussi dans les discussions que vous avez avec des collectivités qui viennent vous voir en essayant de dupliquer ces pratiques et de venir s'inspirer. Qu'est-ce qui vous a semblé être les écueils majeurs, les points indépassables et puis peut-être les évolutions qu'il faut aussi qu'on prenne dans nos structures pour pouvoir faciliter cette appropriation de l'innovation? Moi, je dirais qu'il y a un enjeu qui est de faire évoluer tout le monde ensemble et de ne laisser personne sur le chemin. Et là, je vais peut-être cibler les encadrants et les élus. Quand nous avons senti en fait que voilà une partie du comité de direction générale avançait, mais que l'équipe de direction n'était pas complètement homogène, nous avons souhaité créer en fait un temps fort autour d'une prise de conscience collective avec un objet détourné qui était la fresque du climat pour nous ressouder autour du sens que l'on a souhaité donner en fait à cette transformation. C'était pas changer pour changer, mais c'était bien changer notre organisation pour répondre à une ambition et à un objectif collectif. Et ce temps-là a plutôt été bénéfique. Et en intercommunalité, nous avons obligation de mettre en place un pacte de gouvernance. Et nous nous sommes aussi appuyés sur ce pacte de gouvernance pour travailler avec les élus et avec les acteurs du territoire. Et nous n'en sommes qu'au début, bien entendu, donc il est difficile de mesurer les résultats. Mais à titre d'illustration, nous élaborons équipe de direction et vice-président, donc 16 élus, un plan de développement des compétences sur la thématique de l'ouverture citoyenne, parce que cette démarche d'ouverture citoyenne, elle fait aussi partie de la transformation que nous devons d'intégrer dans notre organisation, et nous essayons de construire ensemble les réponses qui correspondent à notre organisation et aux besoins de notre territoire. Moi, pour rebondir sur ce que disaient Stéphanie, Christophe et David. Alors d'abord, moi je souscris à tout ce qui a été dit sur le leadership, évidemment l'outillage, les process, etc. Ça, c'est une évidence et moi je le vis au quotidien. Moi je crois qu'il y a 3 enjeux particuliers. C'est des freins, c'est à la fois, à mon avis, ce que je ressens dans mon organisation et sur lequel je pense qu'il faut faire un focus et rebondir. D'abord, ça a été dit, il y a l'enjeu de l'outillage. David l'a dit tout à l'heure, très souvent, on a une approche très gestion du personnel, de tous les outils à disposition, et on oublie en fait le pourquoi ou le comment. Le pourquoi. Mais en fait, le télétravail, ça reste un outil au service de quoi? De bien-être au travail, de plus de créativité. C'est quoi? Je crois que replacer le sens des outils, en tout cas, commencer surtout à rappeler que derrière un outil, il y a en fait un objectif, une finalité recherchée, ça me semble fondamental. Et très souvent, en fait, on ne parle que d'outils dans le cadre des transformations managériales, de la gestion du personnel, des ressources humaines au sens large du terme, sans replacer les finalités recherchées par cet outil, quitte à d'ailleurs à ne pas les utiliser. Ouais, voilà. Donc, il y a ce biais d'action de l'outillage, moi, qui me gêne beaucoup et je trouve qui ralentit ce qu'on aime beaucoup dans les systèmes bureaucratiques, dans le fond. Donc, rappeler ce qu'on vise fondamentalement dans l'organisation, ça me semble extrêmement nécessaire. Est-ce que c'est un projet politique? Est-ce que c'est améliorer la performance de la collectivité? Est-ce que c'est créer une dynamique? Ça me paraît fondamental. Deuxièmement, il y a un sujet qui me semble important, c'est qu'en fait, moi, j'ai découvert, alors ça va vous paraître fou, mais qu'en fait, j'avais une partie des managers qui ne savaient pas ce qu'était le management. Et alors ça, alors moi, je l'ai appris beaucoup trop tard, je m'en suis aperçu beaucoup trop tard, et je me suis dit, mais en fait, je leur parle de management, on a des formations extrêmement, imaginées, très précises, évoluées, mais en fait, ils sont face à une rivière, ils doivent nager, mais en fait, ils savent juste pas, certains, qu'il faut nager.
Donc, vous pouvez leur apprendre le dos crawlé, la brasse, etc. Mais en fait, le principe même du management est quand même encore un sujet accessoire. Accessoire, ou en tout cas qui n'est pas dans le radar de la compétence du cadre ou du manager d'ailleurs. Moi, on a quelques collègues qui sont des managers de proximité. Imaginez bien, c'est leur nom. Et en fait, qui ne savent pas ce qu'est le management. Alors, ils ne savent pas, c'est pas qu'ils ne savent pas faire, c'est que c'est vrai le premier niveau du modèle de Maslow. Hein. Je ne sais pas que je ne sais pas. Donc ça, c'est un vrai sujet, je crois, encore fondamental, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes de formation, etc. Si on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est un sujet. Et ça reste quand même encore accessoire, le management comme compétence. Voilà. Et puis peut-être le dernier point. Si je peux permettre, Nicolas, oui. c'est juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous n'imaginerez pas faire de la chimie sans avoir un diplôme de chimie. Là, on fait du management parce qu'on est cadre territorial, directeur de la culture ou agent dans le secteur sportif, et on nous met manager en tant qu'encadrant et on doit apprendre le management sur le tas. Et c'est là où le problème se pose, c'est que on est dans un mode de management bricolé et on fait pareil à peu près sur les processus d'innovation de manière globale, j'entends. Hein. Et donc c'est là où on se rend compte qu'il y a une véritable ingénierie de l'innovation à mettre en place et qui commence par apprendre ce qu'est le management, parce que le management, je finis là parce que je pourrais durer des plombes, mais le management, on pense tous que c'est de l'animation d'équipe et c'est sur des problématiques RH. Mais pas du tout. Le management commence par des questions stratégiques, de sens, de politique publique, de service public. Et ensuite, on se pose des questions des moyens, de finances, de RH, de communication, ce que vous voulez. Mais voilà, donc il y a un vrai travail, je crois, autour de cette thématique aussi de ce qu'est le management. Pardon, Gonel. Merci à vous. Nicolas, tu voulais compléter, et puis après, on va laisser la parole à la salle. Il y aura peut-être des questions également. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté de la gestion du personnel et du management en tant que tel, et des discussions très longues quelquefois avec les directions concernées. Non, le dernier point, on reste quand même dans des organisations avec une culture taylorienne quand même extrêmement forte. Alors on est peut-être passé au toyotisme un petit peu, mais enfin on reste quand même. Voilà. Et moi, ce qui me frappe encore, même dans mon organisation qui fait place à beaucoup de liberté, c'est que on passe beaucoup trop de temps à s'occuper des choses dysfonctionnelles au lieu de s'occuper des gens qui fonctionnent, qui sont là. Regardez, c'est l'exemple du contrôle du temps. En fait, on dépense une énergie dingue, de l'argent, des sommes incroyables en fait pour cibler 4-5% de personnes qui sont dysfonctionnelles dans l'organisation, et puis on ne s'occupe pas des 95% qui fonctionnent tout à fait normalement. Et ça, moi, je trouve que c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire replacer, en fait, se dire qu'il y a une dynamique très positive en termes de relations humaines. Et alors qu'on est très concentré sur souvent des éléments négatifs, comment je vais contrôler, comment je vais surveiller, etc. etc. C'est le dernier point que je voulais aborder. Ok, merci à vous pour tout ça. Alors, il nous reste, Laurence, une petite dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions qui se sont fait jour dans le chat? Est-ce qu'il y a des interrogations qui viennent de nos participants? Laurence? Alors, oui, excusez-moi. Effectivement, on a eu beaucoup de questions. Je vais peut-être pas pouvoir toutes vous les poser, mais j'avoue, sans vouloir faire de favoritisme, que les différentes interventions de Nicolas Sénéchaud ont créé beaucoup d'interrogations. Peut-être la première que j'ai envie de vous poser, Nicolas, et puis peut-être que les autres pourront réagir aussi, mais c'est savoir si le SMICVAL s'est fait accompagner, en fait, dans cette démarche d'innovation managériale. Oui, ça a été dit par Christophe et David tout à l'heure, même je crois que Stéphanie l'a abordé aussi. Oui, alors souvent, en fait, il y a un biais aussi dans les transformations managériales. On se dit, oh, c'est sympa, en fait, c'est cool, tout se passe bien, en fait, c'est bisounours. Non, absolument pas. Hein. Ça rigole pas du tout. Alors, effectivement, on est ultra accompagné depuis 6 ou 7 ans. D'abord, on a fait effectivement un diagnostic très important dès le départ.
orienté transformation managériale. Et puis après, on a décliné et on est accompagné à la fois par une structure, enfin on a changé plusieurs fois, mais une structure qui nous accompagne sur la méthodologie, nous rappelle, voilà, on a un rythme, on a un plan d'action, on a un process qu'on déploie d'année en année. Ce n'est pas que des doctrines comme ça posées. Et puis, on est accompagné en termes de… Les managers sont accompagnés, il y a un programme de formation, un programme de coaching. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement organisé. Voilà, et en même temps vraiment très agile. Voilà. Et le constat de départ a été vraiment frappant. Et moi, je vous l'avouerai, le constat, dès le départ, on m'a dit, bah, écoutez, votre ego, il va falloir le mettre de côté, là, parce que vous êtes bien gentil, mais vous voyez, depuis, j'essaye de mettre un peu mon ego de côté, mais ça a été, voilà, on a tous pris des baffes d'entrée, quoi. Et c'est très structuré. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aussi par rapport aux différents témoignages dont vous avez partagé. C'est vrai que vous avez tous parlé d'une organisation très horizontale qui faisait le succès finalement de ces politiques d'innovation managériale. Mais cette organisation très horizontale, comment est-ce qu'on peut la concilier avec finalement, sans vouloir être péjoratif, mais le caractère très vertical de la fonction publique territoriale? Stéphanie, peut-être sur cette question? Oui, c'est qu'il faut avoir une organisation structurée. Je pense que ça, c'est un impératif de fonctionnement pour toute organisation. Il faut avoir une ligne directrice je dirais, pour administrer, pour gérer. Par contre, il faut laisser l'agilité et le cadre de créativité ascendant en organisant les conditions justement de cette liberté d'expression, une relation de confiance qui permette à chacun de prendre part à une action ou avoir un accès direct à la direction générale. C'est peut-être un des biais ou un des détours que permettent aujourd'hui l'utilisation quotidienne du numérique. À Val-de-Garonne Agglomération, par exemple, le fait que les directeurs soient directement rattachés à la DGS, les directeurs opérationnels, ça accélère les choses, ça permet d'apporter des réponses et d'être rapide. Et ça, je pense que ça compense peut-être le fait d'avoir une organisation hiérarchique. Voilà, le fait d'avoir une fluidité de travail permet une transversalité, une coopération plus opérationnelle, plus efficace. Si je peux compléter, David, Gwenaël. Christophe, peut-être sur cette même question de la conciliation de la dimension verticale de l'organisation et puis de sa latéralisation. Ce que je voulais dire sur ça, c'est que c'est vrai que dans les processus innovants, on parle beaucoup plus d'organisation horizontale que verticale. Mais imaginez qu'on fasse passer de l'un à l'autre, c'est pas possible. Enfin, à mon avis, on gardera de la verticalité. L'idée, c'est que l'un et l'autre puissent parler l'un avec l'autre. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand j'évoquais tout à l'heure le découplage, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire vivre dans l'organisation un lab qui est plutôt horizontal et de l'autre côté des processus hiérarchiques en parallèle, et c'est à ce moment-là que l'un et l'autre vivent l'un à côté de l'autre. Quand je parle d'ingénierie du processus d'innovation, quand on en parle avec Christophe dans notre article, quand on conclut sur ça, c'est trouver des moyens de liaison entre l'un et l'autre. Je prends un exemple, parce qu'on dit souvent que les universitaires sont très peu opérationnels, mais je vais prendre un exemple concret. Quand il y a quelques années, la ville de Nevers a mis en place des commissions stratégiques qui n'étaient pas les mêmes du tout que les commissions municipales, c'est-à-dire des commissions beaucoup plus transverses, où on gérait des politiques publiques qui mêlaient des acteurs, des partenaires différents. On a fait parler des élus, des cadres en même temps, avec des partenaires, voire des élus, des citoyens, je veux dire, dans ces mêmes commissions, sur la base d'un projet. Là, on crée des espaces de discussion entre des structures totalement horizontales et des structures totalement verticales. Mais il faut que ces espaces de concertation, de coopération, d'information, de décision puissent exister. Le problème, c'est quand on fait vivre d'un côté l'innovation à travers un lab et de l'autre côté la collectivité dans le même fonctionnement antérieur qu'elle a connu depuis 30 ans, c'est là où il y a justement des problèmes et il faut qu'on travaille sur les interfaces en fait entre l'un et l'autre.
Alors, on a beaucoup parlé de la nécessité de la maturité des agents. Cette maturité, elle n'est pas forcément innée. Comment est-ce que, dans les différents exemples que vous nous avez cités, cette maturité a pu germer et du coup devenir acquise par rapport à une organisation du travail différente? Bah, moi, je me permettrais juste de dire, nous, ça a été très très long, hein. C'est un vieux, c'est en fait, c'est 15 ans de, de création de cet écosystème dont on parlait tout à l'heure. Ce qui a démarré d'ailleurs à l'origine, moi je crois que ce qui a été le déclencheur, c'est ce qui a été à booster, c'est qu'on a été, en 2005, on a été triplement certifié, 9001, 18001, 14001, quelque chose de très rigide dans le fond. Mais sauf que, en fait, ces certifications, elles ont un avantage énorme, c'est qu'elles vous obligent à vous évaluer et en fait, du coup, à vous dire ce qui ne va pas. Et si vous engrangez sur la culture du risque, de la prise de risque, vous faites la vertu de l'échec, ben nous, c'est ce qui nous a permis de créer les conditions de notre contrat moral dans l'organisation, de se faire confiance. Nous, ça a été vraiment, et 2005-2006, hein, vous voyez, c'est ça. Et ce climat de confiance, ce besoin presque de faire des retours d'expérience, de dire qu'on s'est planté, mais c'est pas grave, de pas renvoyer la faute sur quelqu'un d'autre et de dire bon, en fait, le principe, on a un problème, on va le résoudre. Créer ce climat de confiance qui ensuite permet, voilà, c'est la création de cet écosystème de confiance et demande du temps et effectivement la croyance en l'échec aussi, hein. Pour le dire de manière. Alors, Laurence. Pardon, mais vas-y. Puisqu'on chemine vers la fin de notre table ronde, moi j'aimerais quasiment qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans. Et puisque Nicolas évoquait ce nécessaire temps long de mise en maturité, la question que je voudrais vous poser pour conclure, c'est quel est votre rêve ou votre souhait si dans 10 ans on se retrouvait, et dans 10 ans on se retrouvera pour avoir de nouveau cette conversation, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse se dire? Stéphanie? Alors moi, j'aimerais qu'on se dise que nous avons réussi à transformer notre organisation pour y intégrer l'ouverture citoyenne. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me tient à cœur dans notre organisation. C'est quelque chose sur lequel on travaille, que l'on construit et qui est une politique des petits pas et peut-être que dans 10 ans, nous y serons arrivés. Donc l'innovation managériale a une étape supérieure qui serait d'intégrer non seulement les agents mais les citoyens dans le processus. Exactement. Faire avec le territoire et pas simplement pour le territoire. Christophe, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on se dit ensemble? Moi, je pense que, de ce dont on parlait, l'importance d'avoir un changement du sens, donner du sens au changement, de bien diagnostiquer, d'expliquer et d'adapter le principe de contingence. Il est extrêmement important d'adapter les méthodes, les techniques à chaque territoire, à chaque institution. Dans 10 ans, si ça marche, si ça fonctionne, c'est de parler d'innovation de service, de design de service et plus d'innovation managériale, qu'on soit plus sur les outils, les méthodes qui sont importantes, hein, et la réorganisation, mais qu'on soit plus sur après de l'innovation de service ou de politique publique, qu'on soit sur le contenu. Donc là, on aura avancé, on fera toujours l'innovation managériale, mais elle est normale, l'innovation managériale. Il faut transformer pour après avoir justement ancrer ce changement, l'institutionnaliser, ce qu'on appelle l'appropriation, pour après produire du changement. Mais il y a tout ce temps long d'apprentissage, d'expérimentation, d'échecs. Et si on ne laisse pas le temps, ça va être très, très compliqué. Donc, dans 10 ans, j'espère qu'on aura le temps et on parlera plus de l'innovation de service ou de politique publique. Nicolas? Moi, dans 10 ans, j'aimerais qu'on se dise qu'on a banalisé le sujet, que maintenant, comme on passe 90% du temps à des relations humaines, qu'en fait, on passe énormément de temps à se réinterroger sur ce qui marche pas, nos relations, et que le management, c'est devenu quelque chose d'assez classique, dans le fond. Et puis, alors, je me permettrais d'être très disruptif, me dire, étant donné et qu'on se dise, écoutez, maintenant qu'on a réglé ça, ou en tout cas qu'on a vraiment bien avancé sur le sujet, et qu'on est dans une phase de transition écologique et qu'il va falloir que l'homme
se rapproche, en tout cas fasse corps avec la biodiversité, qu'on dise est-ce que dans 10 ans, on n'aura pas créé la direction du vivant, voyez, qui prendra non seulement en compte les hommes, mais aussi le vivant au sens large du terme, puisque la biodiversité, notre relation au vivant va certainement changer dans les 10 à 20 ans à venir, quoi. Voilà, bon, c'est un peu disruptif, mais… David, le mot de la fin, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on sera? Dans 10 ans, pour être en cohérence avec ce que je dis tout à l'heure et ce que vient de dire Nicolas, moi j'espère que dans 10 ans, on aura pris conscience que l'innovation managériale peut être une politique publique. Ça paraît un peu décalé, mais c'est vrai qu'on sait gérer aujourd'hui du sport, de la culture, du dev éco. On ne gère pas en fait la politique publique d'innovation. Si je dis ça, c'est qu'il faut qu'on intègre dans le schéma le processus de changement, qu'on institutionnalise, Christophe le disait, l'innovation, et que ainsi on passe d'un mode un peu bricolé à un mode scientifique de l'innovation. En l'instituant comme une politique publique, ça nous permet de prendre conscience qu'elle est aussi une finalité et pas simplement un moyen. Donc j'espère qu'on aura changé de paradigme en quelques années avec bien sûr une idée d'ouverture, d'ouverture sur le territoire, d'ouverture aux agents aussi, et avoir une vision d'un processus innovant, ouvert, collaboratif et partagé. Voilà, je sais que certains ont dit effectivement que la formation n'était pas forcément une solution à tout ça, parce qu'effectivement, ce sont des ressentis terrain, des problématiques très différentes, etc. Mais voilà, la formation, innovation managériale, engager ces équipes autrement que nous dispensons à la Gazette des communes recueille de très très bons scores et vraiment est plébiscité par les participants. Mais on nous demande aussi, au-delà de ça, comment bénéficier en fait de l'accompagnement d'Optima dans le cadre d'un projet d'innovation managériale en cours. Est-ce qu'il y a des solutions proposées sur ça, mais on pourra nous contacter et en parler, parce que c'est vrai que sur ces problématiques-là, on l'a vu, on est sur des points comportementaux et humains, et l'accompagnement de long terme est important. C'est-à-dire que je pense concrètement que la formation est très importante, mais qu'on est sur des formes de recherche intervention ou de recherche action. Le fait d'avoir un cabinet de consultants, aussi bon soit-il, sur un temps court, à mon avis, est incompatible avec le fait que la problématique de changement est une problématique de long terme. Donc, c'est pour ça que nous, on croit au fait que les scientifiques ont un regard à apporter en collectivité, et qu'on puisse accompagner ce changement-là en étant des tierces parties qui pouvons insister sur des éléments qui nous semblent importants, et nous-mêmes être en situation de nous enrichir des terrains d'études. L'universitaire n'a pas de vérité absolue, il n'a que l'intérêt de croiser le regard avec des praticiens. Donc voilà, donc on se tient à la disposition de l'ensemble des personnes présentes pour répondre en tout cas à des demandes si nécessaire. Eh bien, c'est noté, et on peut que souscrire à ce souhait de lien encore plus fort demain entre l'université et le monde du management public et des collectivités territoriales en particulier. Écoutez, moi j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Un grand merci à chacun et à chacune d'entre vous. Laurence, vous l'avez noté, on se retrouve dans 10 ans, on se retrouve d'ailleurs peut-être d'ici là. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci à vous pour avoir tissé en quelque sorte cette étape dans le chemin de l'innovation managériale et de collectivités capables de prendre en compte effectivement le caractère efficace, efficient de leur action au quotidien au profit de nos citoyens et de nos usagers. Une très bonne journée à vous et un bon appétit. Bon appétit, c'est moi qui vous remercie à tous pour cette belle tribune. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.